Alors bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. Vous êtes tous un peu massés dans le fond là, mais bon, je pense que peut-être parce que vous... Ah, le Covid, oh non. Moi j'ai pensé que vous aviez peur du conférencier, mais bon, il est charmant, il est gentil, il mord pas. Bon. Donc content de vous retrouver pour la dernière séance du cycle de cette année avec François Coadou. Donc une séance qui va être consacrée à Anita Molinero, donc une artiste qu'on connaît bien, puisqu'on a fait, autant qu'il me semble, une exposition avec elle il y a à peu près une vingtaine d'années. Je crois, quelque chose comme ça, j'ai pas retenu la date, mais enfin bon, une vingtaine d'années. Et c'est une conférence qui est synchronisée avec le fait qu'actuellement à Paris, au Musée d'Art de Paris, il y a une rétrospective de cette artiste. Donc c'est aussi pour nous, en même temps que pour elle, une forme de consécration, évidemment. Voilà, donc François va nous parler de son parcours et de l'évolution de son œuvre, etc. J'ai une ou deux petites choses à vous dire en complément. On essaie de réfléchir avec Laura et les autres collaborateurs à faire peut-être une petite sortie à Bordeaux. On hésite sur plusieurs dates, mais il y aurait probablement quelque chose autour du 20 mai, hein, c'est ça Marine, oui, c'est ça, Laura 20-21 mai, voilà, autour de ça. Donc on essaie de mettre ça sur pied. On le fera, bien sûr, à condition que vous répondiez un petit peu nombreux, enfin, à condition que vous soyez suffisamment nombreux pour ça. Et puis peut-être, on pense aussi à faire quelque chose au mois de juin, hein, une soirée un peu festive pour fêter la clôture de la saison. On pense aussi, puisque... du 28 juin. D'accord. C'est confirmé. Bon, alors 28 juin, save the date, comme disent les Anglais. Gardez bien cette date pour qu'on soit tous ensemble et que voilà. On pense également donc réitérer ce programme de conférences sur la saison prochaine, sans doute dans les mêmes conditions, peut-être un peu plus régulièrement et tout au long de l'année, puisque a priori nous intégrerons nos locaux après l'été 2023. Hein, donc on aura encore une année à patienter, à vous inviter ici à la BFM plutôt que dans nos futurs locaux. Bon, voilà, on va tous patienter encore un peu. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous annoncer ce soir. Et je laisse la parole sans plus attendre à François. Merci. Merci Yannick. Alors... ravi de vous retrouver pour cette dernière conférence de la saison qui effectivement est consacrée à Anita Molinero. Donc c'est la deuxième finalement de ce cycle pour les conférences dont je me suis occupé qui concerne la sculpture, puisque vous allez le voir, l'œuvre d'Anita Molinero est vraiment concentrée sur, disons, ce médium-là. La première, c'était celle consacrée à Roman Signer. Alors, comme le disait Yannick, oui, en quelque sorte, on est un peu en terrain conquis pour Anita Molinero, pour plusieurs raisons, parce qu'elle a eu effectivement cette exposition, je ne me souviens pas non plus la date, ici au FRAC à Limoges, et parce que donc il y a un certain nombre d'œuvres d'Anita qui sont aussi dans la collection du FRAC. Et quand on a programmé cette conférence, effectivement, l'idée, c'était que ça tombe en même temps que cette exposition qui a lieu actuellement au Musée d'Art moderne de la ville de Paris. J'ai vérifié les dates, elle se poursuit jusqu'au 24 juillet, donc il n'est pas trop tard, qui est une exposition qui s'appelle Extrudia et qui est un peu la première exposition comme ça rétrospective de l'œuvre d'Anita Molinero. Je commence par donner quelques points de repère chronologiques très rapides pour vous dire qu'Anita Molinero, elle est née en 1953, donc vous voyez qu'il faut un certain temps pour avoir une exposition rétrospective au Musée d'Art moderne. Elle est née à Floirac, en Gironde. Elle a fait ensuite des études aux Beaux-Arts de Marseille entre 1974 et 1977. Et après, je n'entre pas dans le détail de ça, mais c'est quelqu'un qui a enseigné pendant longtemps et dans plusieurs écoles d'art en France, notamment à Marseille,
mais aussi ailleurs. Donc c'est une œuvre qui effectivement se concentre autour de ce médium, de la sculpture, et d'une sculpture qui, comme on va le voir, se situe un peu dans cette tradition inaugurée au XXe siècle, d'une sculpture qui évacue plus ou moins la question de l'image ou la question de la représentation, pour explorer, on pourrait dire, des questions un petit peu plus abstraites, qui sont des questions d'espace, de gravité, de légèreté, d'équilibre, ce genre de choses. On va voir que l'image réapparaît quand même d'une certaine façon au fur et à mesure de mon propos. Donc j'ai préparé évidemment quelques images que je vais vous présenter en respectant plus ou moins, en tout cas dans un premier temps, un ordre chronologique. Et donc je vous montre d'abord des œuvres anciennes d'Anita, c'est-à-dire des œuvres qui remontent aux années 1980. Celle-ci, elle date de 1987. Vous voyez que le matériau qui est utilisé, c'est du carton. Je ne commente pas forcément plus que ça pour le moment. Et j'en montre sans attendre une deuxième qui date de 1987 aussi, où on retrouve du carton, mais également des vêtements et de la résine. Les dimensions pour la première, c'était 90 par 50, et pour celle-ci, 100 par 150. Ce sont des œuvres, à cause du matériau qui est utilisé, qui forcément se conservent mal, et je crois que pour celle-là, en fait, il n'en existe plus que de traces photographiques, celles que vous avez sous les yeux, mais qu'à part ça, elles ont disparu. Donc, à partir de ces deux images, on commence à voir en quoi consiste, on peut commencer à décrire en quoi consiste l'œuvre d'Anita Molinero, puisque c'est une œuvre qui fonctionne à partir de matériaux qui sont récupérés et assemblés. Hop, je passe ça pour vous montrer ceci. Alors ceci, c'est une œuvre de l'année suivante, 1988, constituée de mousse, carton et baignoire d'enfant. Ou encore celle-ci, 1991, où vous reconnaissez peut-être un sac en sky dans lequel de la mousse a été enfoncée. Dans un premier temps, au début, donc vous voyez à la fin des années 80, au début des années 90, parmi les matériaux qu'elle utilise, ou plutôt aussi des objets, parce que vous comprenez qu'il y a finalement deux types de matériaux, il y a des matériaux qu'on pourrait dire seulement matériaux, et il y a aussi des objets qui sont utilisés comme matériaux. Parmi ces matériaux, donc, à cette époque-là, il y a des objets qu'on pourrait qualifier, en y mettant des guillemets, de féminins, dans une représentation stéréotypée, socialement, historiquement déterminée de la féminité. Donc par exemple ici, le sac à main. Quelque chose, et c'était l'image sur laquelle j'ai passé auparavant, quelque chose qui pourrait faire penser, ceux qui ont assisté aux saisons précédentes s'en souviennent, à cette œuvre de Martha Rosler de 1975, dont je vous montre ici une capture d'écran, qui est une vidéo performance qui s'appelle Semiotics of the Kitchen, qui est donc une vidéo performance dans laquelle Martha Rosler, cette artiste américaine, dans un genre d'abécédaire qui parodie aussi les émissions de cuisine réalisées pour la télévision, prend à tour de rôle un certain nombre d'objets de la cuisine, donc aussi dit féminin, en en proposant par sa gestuelle un usage décalé, souvent violent, par exemple en utilisant plutôt le couteau comme une arme que comme un instrument qui sert à découper la nourriture. Donc il y aurait au départ peut-être quelque chose de cet ordre-là dans les toutes premières œuvres d'Anita Molinero, la baignoire d'enfant, le sac à main ici, ou dans cette œuvre-là, qui est une œuvre de 1992, une robe qui, vous le voyez, est assemblée, là encore, avec du carton et de la mousse. On peut faire cette comparaison dans la mesure où, manifestement, c'était peut-être encore plus flagrant avec cette œuvre-là, Anita Molinero, en utilisant ces objets, en même temps les subvertit ou leur fait subir une espèce de violence pour en tirer autre chose, un autre usage, qui est cet usage sculptural. Est-ce qu'on peut dire pour autant qu'on va avoir avec l'œuvre d'Anita Molinero une œuvre féministe, une sculpture féministe?
la question vaut d'être discutée ou précisée. Il y a manifestement cette dimension qui est présente, mais bien vite, en tout cas, cette présence des objets féminins, entre guillemets, disparaît de son œuvre. Son œuvre reste, j'essaierai de le montrer, enfin je pense que ça vous sautera aux yeux d'une certaine façon, son œuvre, je crois, reste féministe, mais en un autre sens, ne serait-ce que parce qu'elle n'appartient pas à la même génération qu'une artiste comme Martha Rosler, dont je parlais précédemment. Elle reste féministe, en fait, je crois, en évacuant précisément la question de la féminité et de la masculinité. Anita Molinero fait de la sculpture sans se poser la question, finalement on pourrait dire sans se poser de question, même si la sculpture a été et demeure associée, voire assimilée à la masculinité, encore une fois historiquement, culturellement, relativement notamment à la force physique qu'elle demande. Anita Molinero passe outre, laisse ça de côté, et elle laisse ça de côté, on le verra, pour faire précisément, sans doute non sans une certaine jubilation, une sculpture en ce sens-là, c'est-à-dire une sculpture très physique, qui convoque cette idée de force, voire cette idée de puissance, une forme, si on veut, de virilité. Là encore, j'y mets des guillemets. Et c'est peut-être pas flagrant dans les premières images que je vous ai montrées, mais on le verra, ça se confirmera par la suite, au moins de deux manières, parce que dans sa sculpture, ces gestes violents, disons, qu'on a un petit peu vus là, vont devenir plus flagrants, avec des outils qui iront avec ces gestes violents, comme la scie sauteuse, la décapeuse ou le chalumeau. Et puis aussi parce que la dimension des œuvres va aussi grandir, prendre de l'ampleur. Donc je poursuis. Alors là, ce sont des images qui ne sont pas très très grandes, mais qui permettent quand même de voir à peu près de quoi il s'agit. Là, c'est une œuvre de 1994, donc on en est toujours à ses débuts. Je décris s'il le faut. On verra que la question des matériaux utilisés a toujours son importance. C'est un matelas en mousse de polyuréthane, des parpaings et du plastique en polyéthylène par-dessus. Une photo plus grande où on retrouve des parpaings, c'est toujours une œuvre de 1994, parpaings, sacs poubelles et billes de polystyrène par-dessus. « 1994 toujours, à nouveau un matelas en polyuréthane, des pavés par-dessus et des confettis. Il y aurait sans doute déjà ici à dire sur le choix des matériaux ou des objets utilisés. Matelas, pavés, confettis pour cette œuvre-là. Il y a de toute évidence déjà dans l'œuvre d'Anita Molinero à ce moment-là une référence à la rue. Le matelas, c'est peut-être le matelas des SDF qui commence à envahir l'espace public à cette époque-là. Les pavés, on pourrait interpréter ça aussi comme les pavés de la Révolution ou de la Révolte, et les confettis, quelque chose du même genre, parce que la Révolution ou la Révolte, ça peut être très festif. Je poursuis. 1995, vous voyez que je reste pour le moment très chronologique. 1995, une autre œuvre, ce sont des emballages de polystyrène avec par-dessus des chaînes de vélo. Les dimensions, c'est 120 sur 200. Ici, on a à nouveau du polystyrène, de l'emballage polystyrène avec du ciment versé dessus. C'est une œuvre qui date de 1995. 1995 toujours, vous voyez une autre œuvre du même type. Je reste en 1995 avec cette œuvre. Ce sont des dossiers de chaises en plastique qui sont entourés de films étirables. Puisque j'en suis au film étirable ou à l'adhésif, je vous montre sans attendre une œuvre un petit peu plus tardive. On fait un bond dans le temps qui date de 2001 et qui est celle-ci.
C'est une vue d'exposition au Spot. Donc c'est un lieu d'exposition qui se trouve au Havre. Vous voyez que vous avez des objets qui sont sur le mur, le tout étant recouvert d'adhésif Venilia rouge. C'est un type d'œuvre qu'Anita a fait plusieurs fois. Normalement, j'en ai voilà, une autre vision, une autre image dans un autre contexte. Là, c'était en 2008, sur le site du Pont du Gard, dans le cadre d'un cycle d'exposition qui s'appelait La Dégelée Rabelais, qui était organisé par le FRAC Languedoc-Roussillon. Cette œuvre-là, là c'est la première version, 2001. Cette œuvre-là, elle nous permet aussi de commencer à faire apparaître un thème qu'on va voir important dans l'œuvre d'Anita, qui est la référence à la science-fiction et au cinéma de science-fiction, puisqu'elle explique que l'idée de cette œuvre lui est venue en regardant Terminator. En particulier, dit-elle, une scène où Terminator de solide devient liquide et après il redevient solide. Enfin, je crois que c'est pour passer à travers une grille, si ma mémoire est bonne. Mais... On retrouvera cette référence à la science-fiction, au film de science-fiction un peu plus tard. Je reste, vous voyez, dans l'adhésif Venilia rouge qui là est utilisé autour d'objets divers, bidons, plastiques, vêtements, bois. Avec cette œuvre-là, on est en 2002. Et ensuite, je vous montre ceci. Retour en 1995. Et vous êtes face à du polystyrène alvéolé fondu. La hauteur de cette sculpture, c'est 80-60 de longueur et la largeur 30 cm. Cette œuvre-là, elle m'intéresse, c'est pour ça que je revenais en 95, parce qu'elle marque une évolution dans l'œuvre d'Anita Molinero. D'abord, vous avez vu que ces œuvres fonctionnent simplement par assemblage. C'est particulièrement clair pour la question, par exemple, des matelas que je vous ai montrés, même le sac à main en sky. Là, bon, donc c'est des objets qui sont simplement assemblés. À partir de 1995, apparaissent chez elle de nouveaux gestes qui vont devenir caractéristiques dans la suite de son œuvre, qui consistent à brûler, à faire fondre, du coup plus seulement à assembler, mais à faire fusionner aussi des matériaux différents. On pourrait dire que les sculptures d'Anita Molinero, elles tournent beaucoup autour de cette question, ce serait une manière de les décrire, de cette question des gestes, avec quelque chose, j'ai normalement préparé une petite référence, voilà, qui peut faire penser à cette liste de verbes de Richard Serra. C'est une œuvre qui date de 1967, où Richard Serra essayait de faire la liste, vous le voyez, c'est une liste de tous les gestes importants possibles de la sculpture, ou de la sculpture en tout cas, selon lui. On pourrait faire une liste de ce type-là pour l'œuvre d'Anita Molinero, et ces quelques verbes déjà que j'ai cités, pas seulement donc assembler, mais aussi brûler, faire fondre, faire fusionner, sont des verbes qui apparaîtraient dans sa liste. Et on peut dire que finalement, en un sens, ça résume toute sa démarche, dans la mesure où ces quelques verbes-là, donc vous avez compris, il y a de nouveaux verbes qui apparaissent en 95, mais après ça, je dirais que c'est stable. Ça reste toujours la même chose, toujours les mêmes gestes qui sont faits, qui sont reproduits. En ce sens, il y a, en tout cas de ce point de vue-là, dans son œuvre, pas une recherche de la nouveauté, mais au contraire l'idée de creuser un seul et même sillon au fil du temps. On pourrait, cela dit, quand même essayer, même si là je viens de dire que c'est toujours la même chose, on pourrait essayer de distinguer des périodes, néanmoins, qui seraient fonction des matériaux qu'elle utilise. Donc on peut proposer le schéma suivant que je vous livre, mais dont je vous dirai ensuite qu'il est en partie vain ou inefficace, mais je vous le donne quand même. Dans les années 80, elle utilise surtout les cartons, les mousses entre 1989 et 1995, les plastiques entre 90 et 95,
les polystyrènes à partir de 1995, et on verra ensuite apparaître un autre matériau qui est aussi un objet, les poubelles, à partir de 2000. Donc vous voyez que finalement, même si on peut dire qu'il y a comme ça plusieurs périodes, quand même à partir de 95, ça reste, du point de vue aussi des matériaux qui sont utilisés, ça reste assez stable. Plus que mon image. Ça va revenir. Voilà. Trêve de discours, je vous montre à nouveau quelques petites choses. Une œuvre de 2001 qui est constituée de cache-pot en polypropylène et d'une corde en polyamide. 2001 donc. Ici, vous retrouvez la même œuvre en arrière-plan et au premier plan, une œuvre de 2002, ce sont des parasols qui, vous voyez, donc ont subi un traitement un petit peu violent, qui sont posés sur de la mousse. Ça fait 280 cm de diamètre. Et après, on parlait, ça c'est une autre vue d'expo du FRAC d'ici, si je reconnais bien les lieux. On parlait de poubelles et les voici apparaître, 2003. Donc ici, ce sont des containers qui ont été découpés et qui sont en partie fondus. Donc, j'ai préparé quelques images de containers ou poubelles parce que donc c'est un objet qui est important chez elle. Donc ici, j'étais en 2003. Je reste en 2003, sauf qu'en plus du container fondu, vous avez des palettes et un tasseau qui sont utilisés un peu comme un socle. C'est d'ailleurs une des rares fois où il y a quelque chose qui ressemble à un socle chez elle. 2003 toujours, poubelle en plastique. Alors, je ne l'ai pas précisé, mais vous avez remarqué qu'à chaque fois, je décris le matériau, finalement, mais que je ne donne pas de titre, puisque la plupart du temps, il n'y en a pas. Souvent, ça s'appelle sans titre, mais bon, je vous épargne de le dire. Et c'est sans doute aussi, alors il y a quelques exceptions, on le verra, mais c'est sans doute aussi une caractéristique dans son travail que ce refus du titre. Une œuvre que j'aime bien, donc à nouveau ce sont des containers en plastique fondu, dimension variable parce que ça s'adapte au lieu dans lequel c'est montré. Ici vous avez une vue d'exposition qui date de 2006. C'était une exposition qui s'appelait Chauffe-Marcel au Carré Sainte-Anne à Montpellier. C'est une œuvre qui a quelques années après, avec une variation des dimensions donc, été montrée aussi dans le cadre de la Force de l'Art au Grand Palais à Paris, c'était en 2009. Toujours variation sur la poubelle en plastique, mais cette fois-ci avec, vous le voyez peut-être, des phares de voiture qui sont ajoutés et une structure en métal par-dessous. C'est une œuvre qui est donc sans titre, qui date de 2006. C'est 250 sur 250, hein, donc c'est quand même assez grand. Parfois, ça sort de l'espace d'exposition. Ici, vous avez quelque chose qui date de 2008. Pour le coup, c'est une œuvre qui a un titre qui s'appelle « Rendez-vous ». Donc, faut-il décrire, vous voyez que ce sont des cabines téléphoniques qui, déjà, à l'époque, sont un objet qui commence à tomber en désuétude. Hein, on est en 2008. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Donc, des cabines téléphoniques avec à l'intérieur des containers fondus. C'est une vue d'exposition dans le cadre de la Biennale d'art contemporain du Havre, donc en 2008. Plus loin encore dans le temps, enfin plus récemment pour nous, je vous montre ceci. C'est une vue d'une installation. Ce sont toujours donc des containers, des poubelles fondues. C'est au château de Versailles et c'est en 2017.
Donc vous voyez effectivement à partir des années 2000, le matériau poubelle, l'objet poubelle ou container devient, j'aurais pu vous en montrer d'autres et je crois que je vous en montrerai d'autres tout à l'heure, devient un objet, un matériau important dans l'œuvre d'Anita Molinero. On pourrait sans doute, de la même manière que je me suis hasardé à le faire tout à l'heure s'agissant des pavés, des confettis et matelas en mousse, on pourrait sans doute commenter aussi le choix de ce matériau ou de cet objet. Puisque la question de la poubelle brûlée, quand même, c'est quelque chose qui fait sens. Est-ce que, j'y mets un point d'interrogation, est-ce qu'on peut parler d'une espèce d'esthétique de l'émeute chez Anita Molinero? Sans doute, et même, sans doute, d'une esthétique de l'apocalypse, une esthétique de la fin du monde ou après la fin du monde. Une autre grande référence d'Anita Molinero, c'est Mad Max. Le film de 1979. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Ces œuvres, on en verra d'autres exemples encore après, se situent dans une esthétique, un imaginaire qui pourrait être celui-là, après l'Apocalypse, quelque chose de cet ordre. Donc référence à la dystopie, à ce genre particulier, pourrait-on dire, de la science-fiction. D'ailleurs, Anita Molinero, c'est un terme qui est apparu plus récemment dans son travail, mais pour parler de ces formes qu'elle crée, elle aime parler de forme-fiction, en disant qu'elle utilise ce mot forme-fiction comme on peut parler de science-fiction. Donc continuons avec la ou les formes-fiction. Je reviens un peu plus loin dans le temps, avec une œuvre plus ancienne qui date de 2003, qui est assez volumineuse, parce qu'elle fait 130 sur 800 sur 50. C'est du polystyrène extrudé rose, comme vous pouvez le voir, qui a donc, toujours dans cette récurrence des mêmes gestes, subi cette agression au chalumeau. J'en ai normalement plusieurs vues. C'est une œuvre que vous pouvez voir d'ailleurs au Musée d'Art moderne de la ville de Paris, actuellement. Hop, et un détail ici. Dans un genre très différent, et vous voyez qu'on retrouve les petites œuvres que je vous ai montrées tout à l'heure. Ici, on a quelque chose qui date de 2003. Ce sont des filets et du plastique fondu. C'est une œuvre qui, naturellement, peut être installée dans des dimensions variables. Ici, deux œuvres, vous allez le voir, qui sont assez proches. Je peux vous montrer déjà aussi la deuxième. Ce sont deux œuvres qui datent de 2005. Ce sont des plaques de polycarbonate avec fondu entourant des sacs poubelles en polyéthylène et vêtements divers et matériaux divers, nous dit la notice descriptive. Donc ici 2005. Vous voyez avec un jeu sur la transparence là, du matériau qui est un peu nouveau par rapport à ce qu'on a vu précédemment. 2005 toujours, une installation qui utilise des phares de voiture. Je fais défiler quelques images pour vous montrer des choses un petit peu différentes, sans forcément beaucoup commenter. 2006, donc vous avez du polystyrène, vous voyez, qui recouvre le mur. C'est une vue de l'exposition Extrusoïte au MAMCO à Genève. J'ai normalement plusieurs vues de cette exposition, dont celle-ci qui vous montre, donc vous avez toujours à l'arrière-plan ce qu'on voyait un peu mieux tout à l'heure, et ici au premier plan, cet élément en plastique et papier adhésif. Là encore, il n'y a pas de titre particulier. Plastique et phare d'auto, on est dans la même exposition Extrusoïte en 2006. 2007, vous voyez quelque chose qui rappelle ces murs recouverts d'adhésifs que j'évoquais tout à l'heure, sauf que cette fois-ci c'est du polystyrène extrudé qui donc a été là aussi brûlé.
Dans cette version-là, c'était montré à Château-Thierry en 2007. Il y a 10 mètres linéaires. Ça s'appelle La Croûte avec 3 U. Cette fois-ci, il y a un titre. 2007, j'ai pas mal d'œuvres de 2007 là, à vous montrer. Donc là, ce sont 36 000 plaques d'emballage alvéolé. « 2007 toujours, là ce sont des plots de chantier. « 2007 encore, celle-ci a un titre qui est finalement assez descriptif, Ex-citerne, sans doute avec un jeu de mots, parce que c'est une ancienne citerne, enfin c'était une citerne avant de subir ce traitement-là, et aussi parce que la citerne sort, ex en latin, enfin, je surinterprète peut-être, mais de sa structure métallique. De la citerne, on passe à ceci. Alors là, vous voyez que ce sont des bassins, enfin, on ne voit peut-être pas très bien, mais ce sont des bassins thermoformés. Et vous voyez peut-être qu'il y a des éléments ici métalliques qui sont en fait des déambulateurs. Hop, ici, 2007 toujours, une table de travail, c'est le terme qui est utilisé, descriptif, et plaque en inox. Des œuvres suspendues, il y en a 2 là que je vais vous montrer qui ont le même titre, Ondulox, qui utilise de l'onduline, qui est un genre de plastique ondulé. Onduline, pot d'échappement, vêtements, film étirable, châssis en bois. Ça c'est la première, et 2007 toujours l'autre. On retrouve les plots de chantier dont il était déjà question tout à l'heure dans cette œuvre de 2008. On retrouve les éléments en inox qu'on avait tout à l'heure avec des fauteuils roulants et cette structure qui doit avoir un nom, mais je ne sais pas lequel, pour accrocher les vélos. Normalement, j'en ai une autre image. Parking vélo. « 2010, c'est une antenne télé avec de la fourrure synthétique. » 2012, dépôt d'échappement avec des éléments en plastique dessus. 2011, des éléments de jeu de cabane pour enfants avec dépôt d'échappement. J'en ai 2011 toujours une autre œuvre du même registre. On est toujours en 2012. 2012, c'était l'année des cabanes pour enfants. Et 2012 toujours, des fers à béton qui deviennent un nouveau socle. Et ce qui est dessus, j'en ai plusieurs images, ce qui est dessus, ce sont des boîtes McDonald's. Voilà, vous voyez de plus près. Voici. Bon,
quelques éléments de commentaire, et après je remontrerai des images. En regardant donc ensemble tout ça, vous avez bien entendu que la plupart du temps, sinon toujours, ce sont des matériaux synthétiques qui sont utilisés par Anita. J'ai dit, on a entendu, je répète, polystyrène, polypropylène, etc. Tout un tas de vocabulaire très technique, très précis dans la description. Des matériaux synthétiques, tant et si bien que la question se pose de savoir si on a affaire à un art écologiste. Est-ce qu'on peut l'interpréter de cette manière-là? C'est le deuxième qualificatif qu'on a préféministe tout à l'heure. Est-ce que c'est un art écologiste? La réponse ne me semble pas absolument claire à cette question-là. Pourquoi? Je vais essayer de m'en expliquer un peu. Tout à l'heure, pour commencer, j'ai dit que c'était, petite précision donc, d'abord, j'ai dit que c'était des matériaux récupérés qu'elle utilisait, Anita Molinero. Cela dit, vous avez compris, je pense, en voyant défiler les images, que ce ne sont pas nécessairement, ces matériaux récupérés, ce ne sont pas nécessairement des déchets ou des rebuts. Sauf peut-être dans les premières œuvres, où effectivement, elle récupérait du carton, des morceaux de mousse, des matelas en mousse usagés, des choses comme ça, ou des vêtements. Mais au fur et à mesure, finalement, dès le milieu des années 90, ce côté-là disparaît. Ce n'est pas le côté usé qui intéresse Anita Molinero, pas le côté usé des matériaux, et on n'est pas face à une œuvre qui se penserait dans une problématique qui serait celle du recyclage, pour dire ça comme ça. Quand on parle ici de matériaux récupérés, on devrait peut-être plutôt parler de matériaux disponibles, dans le sens où ce sont des matériaux faciles à acheter dans les magasins, des matériaux qui sont produits en masse, qui n'ont pas une valeur particulière, mais encore une fois, qui, à partir du milieu des années 90, ne sont pas des matériaux usés, mais sont plutôt des matériaux neufs. En fait, les matériaux qu'utilise Anita Molinero, vous avez compris, des matériaux synthétiques, ce sont des matériaux issus de la société industrielle moderne. Des matériaux, il faudrait, je l'ai déjà un petit peu fait, préciser. La plupart du temps, ce ne sont pas des matériaux bruts. D'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un matériau brut? La matière brute, je ne sais pas si ça existe. Ce sont bien des objets. À chaque fois, ce sont des objets. Même une plaque de polystyrène, comme celle qui pouvait être utilisée tout à l'heure pour faire ce grand mural, c'est un objet. Donc ce sont des objets qui, pour le dire autrement, ont tous, à l'époque moderne, un design, pour utiliser le mot anglais devenu courant, ou, s'il fallait parler français, des objets qui ont un dessin, avec, vous le savez, en français, la blague qu'on peut faire là-dessus, c'est-à-dire que dessin, ça peut s'écrire de deux manières, 2S-I-N, le dessin quand on dessine, et puis le dessin 2S-E-I-N, c'est-à-dire l'objectif. Et finalement, les objets design ont toujours un dessin et un dessin, dans les deux manières d'écrire le mot. Et précisément, dans les œuvres d'Anita Molinero, même si elle casse ces objets matériaux, même si elle les découpe, les brûle, les fait fondre, on reconnaît les objets, on reconnaît le dessin en question. C'est à dessein, donc, je crois, que Anita Molinero prend ce genre d'objets-là et qu'elle leur fait subir ces gestes qui, j'y reviens, sont quand même des gestes assez violents. On pourrait utiliser le vocabulaire suivant. Il y a un côté destructeur, négateur, casseur peut-être, ou encore un côté un peu punk de ce point de vue-là dans son travail, ou post-punk si vous voulez. Il y a quelque chose, je crois, qui va contre la société ou un certain type de société, à savoir la société moderne, cette société de la laideur industrielle, standardisée, normée, jusque dans ou parce qu'il y a design, dessin des matériaux, des objets,
qui sont souvent des matériaux de couleurs vives, de forme attrayante, mais pour déployer l'emprise d'une vie qui est tout sauf vive et attrayante. Donc je crois qu'il y a ça dans l'œuvre d'Anita Molinero, ce côté, je le répète, destructeur, négateur de cette modernité industrielle-là, mais paradoxalement aussi destructeur et négateur de ça pour en faire sortir une forme de beauté ou de sensualité. Même s'il s'agit d'une nouvelle beauté ou d'une nouvelle sensualité qu'on pourrait dire apocalyptique ou post-apocalyptique. C'est, je crois, tout le paradoxe de l'œuvre d'Anita Molinero, et c'est pour ça tout à l'heure que je prenais une certaine distance avec un qualificatif qui serait de manière trop univoque, une œuvre écologiste. Parce qu'en même temps, s'il y a cette dénonciation, disons, de la société industrielle, en même temps, ce qu'elle en fait est quelque chose aussi qui est de l'ordre de cette beauté ou de cette sensualité. J'y reviendrai tout à l'heure si vous le voulez bien. Il me semble qu'il y a donc, chez Anita Molinero, j'ai perdu mon image, il y a des gestes, vous avez compris l'importance de ces gestes, hein, dont je parlais tout à l'heure, de ces verbes. Il y a des gestes où une gestuelle destructrice, négatrice, mais pour retrouver une forme d'enchantement qui tient à la sensation brute, je crois, à un émerveillement ou à un bouleversement de cette sensation brute. Par-delà, alors là, je regarde mes notes et je me souviens que c'est le moment où je me suis peut-être tapé un peu un délire théorique tout seul chez moi en préparant, mais on va essayer de vous y emmener. Il me semble qu'il y a dans sa sculpture quelque chose qui va ou qui cherche à aller par-delà les images-discours modernes. Quand je parle d'image-discours, c'est ce truc du design que j'évoquais tout à l'heure. Petite anecdote tout à fait... je bascule en même temps, là, vous l'avez bien compris, dans l'interprétation de l'œuvre. Je vais peut-être plus loin que ce qu'elle dit elle-même. Et petite anecdote pour éclairer ça, c'est que il y a des années, j'avais écrit, c'était en 2007, un petit ouvrage sur un artiste et écrivain polonais qui s'appelle Bruno Schulz, où je défendais un petit peu cette interprétation-là de son œuvre, notamment de son écriture littéraire, c'est-à-dire l'idée qu'il y avait quelque chose chez lui d'une défiance à l'égard des formes figées, des formes déterminées, et une volonté de rendre tout ça à nouveau à une forme de fluidité et de plaisir de cette fluidité. Et je vous parle de ça parce que à l'époque, Anita l'avait lu et puis on en avait parlé après. Et je sais que c'est un aspect dans le livre qui l'avait particulièrement arrêté. Et donc moi, rétrospectivement, je me dis que c'est peut-être parce qu'il y avait ce quelque chose en commun avec ce qu'elle-même fait ou ce qui la préoccupe, c'est-à-dire cette opération littéralement de déformer. Il est clair, vous avez vu les images, hein, qu'on ne tombe jamais dans l'informe avec elle. Encore une fois, l'objet de départ reste là, présent, mais en même temps, il est rendu à une forme de fluidité. Il y a une forme de fluidité qui presque pourrait le rendre en quelque sorte organique, ce qui est paradoxal, puisque, rappelons-le, ce sont des éléments à chaque fois qui sont synthétiques. J'ai parlé un petit peu plus haut de cette gestuelle, donc, qui est la sienne, qui nous relie par-delà les objets images à leur matérialité même. Il y a cette espèce de matérialité quasi organique ou en mouvement. Je crois que ça met aussi sa sculpture dans un registre qui est un registre très sensuel. On a parlé parfois d'une dimension érotique dans son œuvre. C'est vrai qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, alors dont peut-être on ne se rend pas très bien compte en regardant les images
comme je viens de vous les montrer là, mais qu'on peut beaucoup plus expérimenter dans le rapport physique qu'on peut avoir avec les sculptures quand on les a face à son propre corps. Mais encore une fois, vous avez en ce moment l'occasion de vivre cette expérience-là à Paris. Bon, après cette petite pause interprétative, je vous remontre des exemples dans l'idée que peut-être il servirait, ces nouvelles images que je vais vous montrer, elles serviraient à confirmer ce que je viens de dire là. C'est une œuvre qui n'a pas de titre et qui date de 2000. C'est du polypropylène. Je ne sais pas ce que c'était au départ, ça doit être un objet certainement, mais l'histoire ne le dit pas exactement. Là, vous reconnaissez le pneu en caoutchouc avec des poubelles en polyéthylène et du câble pour faire tenir tout ça. C'est une œuvre qui date de 2009. 2010, une œuvre avec un titre, pour une fois, c'est celle-ci. Je crois qu'elle est à Paris aussi, hein, c'est celle qui se trouve à l'entrée. Et donc le titre, c'est « L'irremplaçable expérience de l'explosion de Smoby ». Donc vous reconnaissez évidemment les cabanes aussi pour enfants. Ultime caillou, 2009. C'est du polystyrène extrudé, du polypropylène et, sans doute pour ça que c'est Ultime caillou, et de l'amiante. Donc vous voyez qu'il y a naturellement un côté toujours très toxique dans ce qu'elle fait. Je n'ai pas ramené d'images ou de vidéos. Si vous cherchez sur Internet, vous en trouverez où on la voit faire ses œuvres, mais c'est avec des masques assez impressionnants parce que ça dégage naturellement tout un tas de vapeurs toxiques quand vous vous attaquez à ça, à tous ces matériaux synthétiques avec un chalumeau. À nouveau des cabines téléphoniques avec des poubelles en polyéthylène, 2010. C'est une vue d'une installation à Genève. À nouveau, la croûte avec 3U, 2010, c'est du polystyrène extrudé. À nouveau un mural, toujours en polystyrène extrudé. Si ma mémoire est bonne, si vous cherchez sur Internet, vous verrez une vidéo où elle est en train de préparer avec des assistants cette œuvre-là, et on voit effectivement les vapeurs qui s'échappent. Des sacs en polyéthylène. Une sculpture en polystyrène extrudé, toujours. Du coup, j'ai cherché, parce que je ne savais pas ce que c'était que le polystyrène extrudé, enfin extrudé, ce que ça voulait dire. Donc c'est vraiment un mode de fabrication typique de l'industrie moderne, où en fait la matière est ramenée en toutes petites billes qui ensuite sont propulsées dans un moule qui donne la forme à l'élément, donc là par exemple la forme d'une plaque. Toujours du polystyrène extrudé, 2014. À nouveau quelques poubelles. Celle-ci est très belle, 2015. Avec des fers à béton pour se faire tenir. Ou ici, des parpaings. On est en 2015 toujours. Il y en a deux de cette manière. 2015 encore, le Bayou, il y a un titre, gazinière en inox, poubelle en polypropylène, polyester extrudé, fourrure synthétique, sac en polyéthylène, volant en caoutchouc. Ici, deux œuvres qui appartiennent, qui sont un petit peu plus récente, mais je m'aperçois que je n'ai pas noté la date, qui appartiennent à une série qui s'appelle « Les petits bétons de la petite ceinture ». Donc, c'est du béton tenu par des fers à béton et avec du polystyrène
à nouveau. Donc voilà la première et la deuxième. Alors là, c'est une série d'œuvres qui, vous voyez, adoptent la ressemblance avec un tableau. Ça s'appelle Croûte, donc toujours avec les 3 U, Croûte criarde. Et dans les croûtes criardes, même si elles sont toutes faites en 2016, il y a 2 périodes. Il y a la période bleue et la période rose. Ici, c'est la période bleue. Donc c'est toujours du polystyrène extrudé, contrecollé sur du plexiglas, et avec, donc là c'est juste ça, je vous en montre une deuxième de la période bleue toujours, 2016. Nous passons à la période rose, la voici, donc c'est toujours dans la période rose les mêmes matériaux, sauf qu'il y a aussi utilisation, c'est un peu nouveau dans son travail, utilisation de peinture acrylique, mais après tout, de la peinture acrylique, c'est toujours un élément synthétique industriel, donc pourquoi pas. Donc ça, c'était 2016. Vous les retrouvez ici en arrière-plan. Et au premier plan, vous avez des œuvres qui s'appellent La Grosse Bleue. Donc on a toute une série de ces œuvres, La Grosse Bleue. Et elles ont connu aussi différentes manières d'être installées, ces grosses bleues. Ici, vous en avez une autre. Ça, c'est ce qui est appelé La Grosse Bleue version 4. Ici, on était en 2017 et ici, on est en 2019. Je reviens 1 an auparavant pour vous montrer une autre œuvre qui s'appelle « Bouche-moi ce trou » et qui date de 2018. C'est des vues d'exposition au Palais de Tokyo. Vous allez voir qu'on retrouve ce côté que vous connaissez, très monumental, ici. Donc des plaques toujours de polystyrène extrudé avec de l'acier, de la fourrure synthétique. Donc j'en ai plusieurs images qui vous permettent de voir ça un petit peu mieux. Là encore, ça s'expérimente dans l'espace. Hop, ici, une petite BD pour changer. Elle date de 2018, toujours, et si je vous la montre, c'est parce qu'elle est liée au projet précédent. Elle s'appelle, elle aussi, Bouche-moi ce trou. Les dialogues sont d'Anita Molinero et les dessins d'un dessinateur qui s'appelle Winschluss, avec lequel elle a travaillé plusieurs fois dans des contextes différents. C'est-à-dire que vous savez que parfois, quand vous êtes artiste, vous devez faire des projets. Et donc parfois, ces petites BD lui servent de projet, ou parfois servent aussi à la communication autour de l'exposition. Et donc on voit peut-être assez mal, mais si vous regardez, ici c'est Anita Molinero, et là c'est sa chienne. Et donc c'est un dialogue entre elle et sa chienne, et du coup Anita explique à sa chienne son projet pour le Palais de Tokyo. Si on le lisait, vous voyez la ambiance Mad Max. Voilà, c'est assez drôle ces textes-là. Ça, pour moi, ça fait aussi assez sens vers cette esthétique post-punk dont je parlais tout à l'heure. Il y a quelque chose de cet ordre-là, certainement. Revenons à des vues d'exposition au CRAC en 2019, donc à Montbéliard. Avec ces jolies œuvres-là que je ne vous avais pas montrées encore, où vous avez des récupérateurs d'eau de pluie qui ont été là aussi malmenés. Ici, une série, il y en a plus que ce que je vais vous montrer, une série qui s'intitule « Sans titre » entre parenthèses fond de cuve. Elle date de 2019. À chaque fois, c'est du polypropylène. Sur lequel a été appliquée de la peinture acrylique en spray. Donc on retrouve cette application de la peinture qu'on avait dans les croûtes criardes de tout à l'heure. Toujours dans ces couleurs, vous voyez, très chimiques, très synthétiques. Donc j'en ai
quelques-unes à vous montrer ici. Là, pour le coup, ce sont des œuvres, je ne l'ai pas précisé, mais vous le voyez à l'échelle d'après ce qui sert à les maintenir. Ce sont des œuvres de petite dimension. Donc on a aussi bien, par rapport à l'œuvre que je vous ai montrée au Palais de Tokyo, des œuvres de dimension assez monumentale et des choses beaucoup plus petites ici. Et normalement, après, c'est à nouveau une œuvre assez monumentale qui est une autre version de ce que vous avez vu au Palais de Tokyo et qui s'appelait « Bouche-moi ce trou ». Ça aurait pu s'appeler comme ça aussi, d'une certaine façon. Là, on est en 2019 et on est dans l'un des deux espaces du FRAC Nord-Pas-de-Calais, qui est cet espace-là, un très grand hangar vide dans lequel auparavant on fabriquait les bateaux. Et donc, ça aurait pu aussi s'appeler « Bouche-moi ce trou », ce qui parfois est une des fonctions de la sculpture, c'est-à-dire qu'il y a des grands vides qu'il faut occuper, donc on met des sculptures. Il y a un jeu, sans doute, de la part d'Anita Molinero par rapport à ça, par rapport aussi à cette idée-là de la sculpture. Je crois que j'ai à peu près fait le tour des images que je voulais vous montrer, mais que j'en avais prévu une dernière, qui est celle-ci, qui est un portrait d'Anita Molinero qui date un peu, il date de 2005, mais qui est quand même très beau parce qu'on la voit assise ainsi sur sa poubelle, une cigarette à la main, quelque chose de très toxique là encore. Donc voilà, ça résume assez bien quelque chose de son œuvre aussi. S'il fallait que je résume, donc, puisque je m'achemine vers ma conclusion, vous voyez qu'on a pu parler de ce côté destructeur ou négateur s'agissant de l'œuvre d'Anita Molinero, parce que c'est vrai qu'au départ, dans son œuvre, il y a un tas de refus. Je peux les répéter, mais je ne les ai d'ailleurs pas tous dit. Refus d'une noblesse des matériaux, refus d'une virtuosité technique ou même d'un savoir-faire technique, refus du style, souvent refus du titre, et aussi, et plus fondamentalement, refus de ces objets identifiés, déterminés, de ces objets industriels qui peuplent le monde moderne entièrement designé dans lequel nous vivons. Ou refus, peut-être, et encore plus profondément, du rapport moderne au monde que ces objets expriment à la fois et impliquent. En ce sens, et parce que j'ai parlé tout à l'heure d'objets images, d'objets designés, d'objets à dessin, dessinés, il y a, je crois, quelque chose, je n'ai pas employé encore ce terme, mais il y a un iconoclasme dans l'œuvre d'Anita Molinero. Tout à l'heure, je parlais d'esthétique de l'émeute. Il y a un iconoclasme qui est travaillé, je crois, par une recherche d'un rapport un rapport sensuel à la matière elle-même, à une matière déformée, à une matière qui a perdu sa fonction, son utilité, une matière rendue en quelque sorte comme vivante, une matière où, y compris ces matériaux synthétiques qu'elle affectionne et qu'elle choisit même exclusivement, deviendraient en quelque sorte des matériaux organiques. En ce sens, je crois que son œuvre, elle se situe, c'est pour ça aussi tout à l'heure que j'avais quelques réticences sur le qualificatif écologique ou écologiste, elle se situe par-delà la distinction entre le naturel et le culturel, je mets des guillemets à ces deux termes qui sont traditionnellement posés comme séparés et comme essentiellement séparés. Je crois que son œuvre, en donnant cette dimension quasi organique et sensuelle à ces matières synthétiques, à ces objets au départ utilitaires, mais encore une fois niés dans leur fonction et dans leur dessin, son œuvre, en faisant ça, abolit ces limites-là et ces deux déterminations opposées du naturel et du culturel. J'hésitais, et donc c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans mon diaporama, mais j'hésitais à parler pour terminer d'une sculpture cyborg. On aurait pu dire ça un peu comme ça, en faisant évidemment référence, même si c'est un texte qu'elle ne connaissait sans doute pas au départ,
parce qu'il n'était pas très connu en France, en faisant référence à ce livre de Donna Haraway, qui est une théoricienne américaine, qui s'appelle Cyborg Manifesto, qui date de 1984. Là, c'est la couverture de l'édition originale que je vous montre, et qui est un livre qui a marqué l'histoire du féminisme. C'est un livre qui est écrit à peu près à la même époque où Judith Butler commence à développer la théorie du genre, et qui a le même effet que les écrits de Judith Butler de s'attaquer à l'essentialisme, c'est-à-dire de s'attaquer à l'idée qu'il y aurait, dans le cas là, de sa pensée féministe, une opposition essentielle entre un masculin essentiel et un féminin essentiel. Et Donna Haraway, qui s'intéresse à la science-fiction, prenait la question du cyborg, qui, vous le savez, est ce mélange d'êtres vivants et d'objets techniques post-industriels, prend cette métaphore du cyborg pour exprimer cette perte des essences, et donc le fait que les limites entre ce qu'on croyait opposé disparaissent. Je crois que, en ce sens-là, on pourrait l'appliquer, cette même métaphore, avec le cyborg à la sculpture d'Anita Molinero. Parce qu'encore une fois, je crois que c'est plus compliqué du coup que de dire que c'est simplement écologiste au sens classique du terme, puisqu'au contraire, je crois qu'elle abolit les distinctions entre, encore une fois, le naturel, si vous voulez, et le synthétique, que c'est pas ça, finalement, qui est le fond de la critique qu'elle formule, mais encore une fois, plutôt peut-être le mode de production industrielle des objets et l'industrialisation du monde et de notre rapport au monde, voire l'industrialisation de nos existences qui en résulte. Et sur ces mots, je m'arrête. Peut-être en vous montrant quelques éléments de biblio quand même. Donc ça, c'est le catalogue le plus ancien. Je crois qu'il avait été coédité par le FRAC. Voilà. Ça a longtemps été le seul, d'ailleurs, et très récemment, il y en a eu deux autres. Celui-ci, alors c'est une image en timbre-poste. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé une image plus grande, qui a été publiée en 2019, si ma mémoire est bonne, aux presses du Réel. Et enfin, celui-ci, qui est le catalogue de l'exposition qui a lieu en ce moment au musée d'art moderne. Voilà, pour en savoir plus, vous pouvez aller voir dans ces catalogues-là. Mais je vous remercie pour votre écoute attentive, et puis on peut discuter si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je peux faire passer le micro. Comme la conférence est enregistrée, je vous remercie de bien parler dans le micro pour que la question puisse être enregistrée. Une première question, ou remarque, ou réflexion. Moi, je veux bien faire une petite question. Oui. Parce que je m'attendais aussi un peu, François, à ce que tu parles aussi donc, de l'environnement dans lequel Anita Molinero a eu sa formation de sculptrice. Oui. Dans ce bouquin, il y est fait plusieurs fois référence, et notamment elle explique qu'à l'époque où elle a fait ses études, le contexte esthétique et idéologique était celui de support surface. Oui. Et elle dit précisément que support surface, c'était tous des gros machos. Et que quand elle est allée à Marseille, elle a eu la chance d'avoir Tony Grand comme professeur. Et elle explique qu'il ne disait pas grand-chose, il était assez muet, mais il était extrêmement bienveillant. Oui. Donc moi j'avais envie de poser cette question de cet environnement esthétique dans lequel elle a été formée et peut-être contre lequel elle s'est positionnée. Et puis peut-être une question aussi un petit peu historique, parce que plusieurs fois, quand même, en voyant notamment les éléments synthétiques attaqués par la chaleur, peut-être parfois aussi par la chimie, hein, il y a des acides, il y a des choses comme ça, mais m'est revenu quand même en mémoire certaines peintures feu de Yves Klein, où j'avais l'impression que finalement, ça aurait pu être un peu le fantôme d'Yves Klein qui avait fait ces œuvres-là, évidemment plus tard, mais j'ai retrouvé un peu les mêmes gestes, ou les mêmes... la même iconoclastie aussi, enfin le même rapport
rapport peut-être à un espace plus large, moins matériel peut-être. Oui, oui. Oui, et presque ce rapport à la science-fiction, voilà, chez Yves Klein, ce ne serait pas tout à fait absent non plus. Oui, certainement là-dessus. Du coup, pour d'abord commencer par ta deuxième remarque, c'est vrai, moi, en préparant aussi, j'ai à un moment rapproché ça, mais c'est le jeu aussi de nos intérêts personnels qui à un moment entre en ligne de compte, mais je me suis dit qu'il y avait des aspects dans ce rapport à la forme, à la déformation dont je parlais tout à l'heure, qui avaient moi des aspects qui me faisaient penser un peu à Cobra aussi dans la peinture, sachant que de Cobra finalement dans la sculpture il n'y a pas eu grand-chose, ou alors des choses assez décevantes par rapport à ce qu'il pouvait faire dans la peinture, et que finalement il y avait quelque chose de Cobra aussi parfois dans ce qu'Anita proposait. Ce qui est sûr, pour revenir à ta première remarque, oui, effectivement, j'ai un peu laissé de côté les aspects contextuels, mais c'est vrai que quand Anita commence à faire ça, et d'ailleurs ça met un petit peu de temps à être compris, hein, ce qu'elle fait et à être identifié, on n'est pas du tout plastiquement et intellectuellement dans ce genre de choses-là en France, et que effectivement la question de support surface à ce moment-là, elle est assez prégnante, d'autant plus à la fois plastiquement mais théoriquement. C'est-à-dire on oublie parfois aujourd'hui aussi que support surface c'était les cahiers théoriques, donc c'était vraiment une pensée qui se développait aussi dans des textes manifestes qui se revendiquaient aussi d'un positionnement politique très fort. En un sens qui, je pense, est un peu le même que celui d'Anita, d'une certaine façon, mais avec du coup des choix formels qui, en effet, sont complètement différents. Ça me permet d'ailleurs, parce que quand je parle de ce positionnement politique, c'est un point que je voulais aborder et puis que je n'ai pas fait finalement, c'était de parler de cette dimension politique de son œuvre, qui je crois est très importante, mais qui en même temps n'est pas du tout dans le registre d'une œuvre engagée. J'ai essayé même plutôt de dire à chaque fois de prendre de la distance par rapport à féministes, écologistes, etc. Il n'y a pas un discours engagé dans son œuvre, il y a plutôt un refus, je crois, du programme. Le refus du titre, souvent, c'est ça aussi. Mais c'est quand même une œuvre qui, pour le reste, se positionne assez clairement comme une œuvre matérialiste, sensualiste, je l'ai dit tout à l'heure, enfin j'ai dit sensuel, on pourrait dire sensualiste, et alors ça devient aussi une référence philosophique, le sensualisme, et qui en même temps est dans cette génération où tout ça se construit après, sans plus d'illusions sur l'industrie, parce que finalement, pendant longtemps, cet art politique-là, il a aussi un rapport à l'industrie qui est celui aussi du marxisme, du communisme, donc une grande espérance placée là-dedans. Et là, il y a quelque chose qui déjà, dès les années 80, dès le milieu des années 80, est en rupture avec cette vision-là. C'est plus la même génération. Et la question de l'industrie et de cet héritage, parce que le design aussi c'est ça dont je parlais tout à l'heure, de cet héritage des avant-gardes, est regardé avec beaucoup de distance. Je pense que par rapport à support surface, c'est ça aussi, quoi. C'est la rupture avec la problématique des avant-gardes qui habitaient encore support surface, et qui, outre le fait que c'était effectivement tous des mecs, fait que c'était des types qui... on était encore vraiment dans l'époque où il y avait la ligne, et ce qui n'était pas dans la ligne, et ce qui n'était pas dans la ligne ne pouvait pas exister ou devait être détruit. Et là, on est dans un rapport complètement différent de ce point de vue-là aussi, parce qu'il n'y a plus l'écriture du sens de l'histoire qu'il y avait dans la notion d'avant-garde, et parce que l'histoire, elle est là sous forme d'histoire-fiction, les formes fiction dont on parlait tout à l'heure, ou sous la forme de science-fiction aussi. C'est l'histoire des films, d'un imaginaire qui se développe de cette façon-là. C'est tout ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ?
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est pour en revenir à une œuvre que vous avez montrée tout à l'heure, Oui. Marron, dont vous saviez pas, enfin, vous ne saviez pas ce que c'était. Ah oui, ouais. Alors, c'est une poubelle. C'était les poubelles de la ville de Marseille. Ah d'accord. Et du coup, Celle-ci. voilà, celle-ci. Ouais. Et du coup, Anita m'a dit un jour qu'après après de grandes émeutes, Mhm. elle a vu ces poubelles brûler. Et donc, il y avait les 3 points qui signifient mort aux vaches. Et c'est de là que lui est venue cette idée du idée-là. plastique fondu. Ah oui. Voilà. Donc comme quoi l'esthétique de l'émeute dont je parlais tout à l'heure. C'est ça. Tout à fait. Mais donc j'avais pas reconnu une poubelle là, mais. Non, mais c'était les poubelles qui étaient avec un cercle doré en métal au-dessus. D'accord. C'était les poubelles de la ville de Marseille. Et Bon. dans d'autres villes, elles ont été aussi. Eh ben merci pour l'info comme ça. Je crois qu'elle est au musée d'art moderne celle-ci. Hein. Ouais. Ouais. Deux. Non, j'ai pas d'image de ça. Ouais. Hmm. Donc c'était la ville de Saint-Nazaire qui donnait de vieilles poubelles Ouais. pour faire l'œuvre. Et c'était des filets aussi récupérés sur le port de Saint-Nazaire. Oui, comme je disais tout à l'heure, finalement, c'est les mêmes. Là, j'en ai sélectionné un certain nombre, il y en aurait beaucoup d'autres possiblement à montrer. C'est toujours un peu les mêmes gestes, et en même temps, on voit que le résultat plastiquement, il est à chaque fois différent. C'est un aspect que j'ai d'ailleurs pas souligné, mais vous avez bien compris que quand on brûle quelque chose ou qu'on fait fondre, forcément, il y a une part de, oui, on pourrait dire d'aléatoire qui intervient. Autant la forme, elle est déterminée, la déformation, elle laisse toujours fatalement intervenir une forme de surprise aussi quant à ce qui va se passer. Donc il n'y a pas deux formes qui se ressemblent, même les poubelles, si à chaque fois c'est les mêmes, si on prend celle que je montrais là tout à l'heure au début, comme celle-ci, si à chaque fois ce sont les mêmes poubelles, il y a des formes à chaque fois différentes qui apparaissent. Et du coup, elle utilisait surtout le décapeur thermique. Ouais. Plutôt que le chalumeau. Ouais, je crois que le chalumeau, c'est plus tard qu'il est apparu. Ouais, c'est après. Dans l'ordre, c'est d'abord le décapeur. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou... Moi, je me demandais, parce qu'il y a certaines de ces œuvres qui me font penser à des œuvres maintenant de Stéphanie Cherpin. Est-ce qu'aujourd'hui, dans les artistes, les plus jeunes artistes, elle a ouvert quelque chose, ou est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a une forme de filiation avec certains artistes? Est-ce que Stéphanie Cherpin, est-ce qu'elles se connaissent peut-être? Ouais. Ça, je ne sais pas. Je ne peux pas répondre exactement, mais je dirais oui, parce que aussi, c'est quelqu'un qui a été prof et qui a formé beaucoup de gens aussi, parce que c'était beaucoup de gens, une bonne prof, je dirais pas. Oui. Quelqu'un d'important. Et Stéphanie Cherpin a fait partie de ses étudiantes, mais elle a toujours considéré qu'elle n'avait plus rien à lui apprendre. Et elle a été étudiante de Molinero à Marseille, précisément. Mais je crois qu'elle avait commencé ses études, si ma mémoire est bonne, à Bordeaux, et elle a dû finir ses études à Marseille. Et donc, Molinero l'a eu comme élève, mais elle était déjà... C'était déjà très, très avancé comme travail. Et donc, je me rappelle d'elle en parlant comme, effectivement, une artiste déjà mûre, quoi. Enfin, déjà... Et c'est vrai que dans toutes les écoles où elle est passée, elle a laissé beaucoup de traces. Enfin, c'est vrai. Oui, puis après, dans ses étudiants, je sais qu'elle utilisait aussi, elle faisait travailler, parce que c'est un travail qui demande d'avoir des assistants et des assistantes aussi. Donc souvent, ça se poursuivait de cette manière-là. Donc en ce sens-là, oui, je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui s'est imprimé.
Oui, je voulais juste revenir par rapport à votre introduction et à la réponse tout à l'heure par rapport à la question du féminisme. Je voulais savoir si elle avait pu développer dans, je ne sais pas, d'éventuels écrits ou dans son discours, dans sa pensée de façon générale, une réflexion qui justifierait en fait ce rapprochement avec les enjeux féministes. Avec, pardon ? Avec les enjeux féministes. Oui, enfin, est-ce qu'il y a des textes là-dessus ? Ça, je crois pas. Hein, j'en ai pas vu. Après, c'est plus des choses dont il est arrivé qu'on puisse parler, en fait. Mais dans des textes, je pense pas qu'il y en ait. Mais bon, là, sauf erreur de ma part, hein, parce que je n'ai pas cherché systématiquement à lire tout ce qu'elle avait pu écrire sur ces questions-là. Je pense qu'elle a, en tout cas, c'est ce que j'ai essayé de montrer, ce rapport-là aussi assez, enfin, on pourrait dire assez complexe d'une certaine manière. C'est pas une œuvre, je parlais d'engagement, enfin, c'est une œuvre qui n'est pas dans la problématique de l'engagement, quel qu'il soit, cet engagement-là, mais qui néanmoins est politique profondément. Et qui dit, je crois, profondément quelque chose aussi sur le monde moderne. Et donc, forcément, ça apparaît de cette manière-là. Mais encore une fois, sans qu'il y ait une revendication de cet ordre-là qui serait au premier plan. Je pense que c'est d'abord aussi quelqu'un qui veut faire de la sculpture sans avoir besoin de se justifier. Voilà, c'est pour ça que c'est aussi pas la même génération que des artistes des années 60 qui, d'ailleurs, ont souvent plutôt contourné ces formes-là, comme la peinture ou la sculpture, pour aller vers de la vidéo, de la performance, parce que ces formes-là étaient trop chargées historiquement de toutes ces représentations. Donc, bon, voilà, il faudrait chercher un peu plus précisément là-dessus. Merci. Moi, je voulais rajouter, parce que dans l'exposition, il y a un petit film documentaire où Anita Molinero parle de son travail, et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est la manière dont elle parle de son... Donc elle détruit pour créer, ou elle crée en détruisant, mais surtout elle détruit beaucoup de ses œuvres, parce qu'elle raconte qu'elle a aussi un problème de stockage, parce qu'elle elle a à la fois des pièces qui sont très volumineuses, et surtout elle stocke beaucoup de matériaux qu'elle récupère. Et donc je trouvais que c'était... Parce qu'elle a un discours assez décomplexifié en disant je reproduis des gestes, je reproduis des formes, et je reproduis des œuvres tout au long de sa carrière, parce qu'elle a détruit des œuvres, et donc il y a comme une forme comme ça de mémoire. Soit elle oublie, ou il y a une trace qu'elle garde, et puis qu'elle reproduit après. Je trouvais ça assez intéressant, cette double destruction dans la création. Et je confirme vraiment ça, puisque moi je me rappelle de la première visite d'atelier d'Anita Molinero, donc c'était à Bordeaux, et ça devait être en 2000 ou 2001, enfin je venais juste d'arriver à Limoges, et je me rappelle avoir récupéré des petites sculptures qui allaient partir à la poubelle, de les avoir ramenées à Limoges, de les avoir exposées, et de les avoir ensuite proposées à l'acquisition, et c'est tout un ensemble de petites pièces comme ça, de petites recherches, et c'était effectivement une époque où, changeant d'atelier, systématiquement la grande partie des œuvres étaient détruites, et c'est d'ailleurs peut-être un peu plus tard, peut-être notamment grâce à cette expo qu'on avait pu faire ensemble en 2002, que effectivement l'idée de conserver quelques œuvres a commencé à apparaître, et je pense que aussi, l'apparition des titres dans la sculpture est arrivée un peu après, mais a commencé à pointer un peu après. C'est-à-dire finalement donner des noms, même si c'est des noms un petit peu plus phonétiques qu'autre chose. Voilà, je pense qu'il y a eu quand même aussi une évolution, mais effectivement la matérialité des œuvres et leur stockage et le changement d'atelier ont aussi provoqué pas mal de choses.
Oui, puis pour certaines d'entre elles, elles existent aussi vraiment, celles qu'on a par exemple sous les yeux là en ce moment, en fonction du lieu où elle apparaît. Donc, de ce point de vue-là, il y a des registres assez différents. Hein. C'est celle du Havre, là, celle-ci, ça on voit que c'est fait dans le lieu pour le lieu et que de toute manière ça peut pas être conservé. Après, il y a des sculptures qui sont plus stables, disons, comme celle-ci. Mais même après ce genre d'œuvre-là, on conçoit que ça se fait pour un endroit donné, à un moment donné, même si après ça peut réapparaître plusieurs fois. C'est dans des versions différentes que ça réapparaît. Mais on peut s'arrêter là et conclure. Si vous voulez. Vous va, merci d'être venu pour cette dernière rencontre avant la rentrée prochaine. On se retrouve, donc, je vous rappelle, le 28 juin pour une soirée de clôture à la Fondation Bernardaud. On vous redonnera l'adresse et puis on communiquera aussi le programme pour la sortie à Bordeaux le 21 mai, samedi prochain. Voilà. Merci. 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 Bonne soirée.